Sage avait un plan simple pour son mardi. Faire un double service au verre doré. Éviter les mots de son propriétaire à propos du fuchsia mourant. Manger quelque chose qui ne soit pas déshydraté. Le plan n'incluait pas une enfant sauvage dans les bois. Et certainement pas le père de l'enfant. Un homme bâti comme si on avait croisé une montagne avec une publicité pour parfum. Mais les plans s'effondrent au premier signe d'imprévu. Le sentier à travers les bois derrière son appartement raccourcissait son trajet en bus de 10 minutes et était généralement désert. Les écureuils l'aimaient bien. Un chat nommé Kevin l'avait suivi pendant une semaine. Une petite enfant était assise sur une bûche moussue, pieds nus, couverte de boue. Ses yeux bleus argentés suivaient un scarabée comme un démineur. Sage s'arrêta. Quelque chose au fond d'elle hurla. Vulnérable, petit, à toi de le protéger. Un petit humain. Quels sont les protocoles? Elle s'approcha lentement. Perdue. La fillette observait. Elle soupira. Ses instincts de barman prirent le dessus. On ne pouvait pas abandonner une petite créature. D'accord, tu viens avec moi. La fillette ne voulait pas être portée, se raidissant, mais elle glissa sa petite main dans celle de Sage, avec une poigne qui semblait dire « Je t'ai choisi ». Le chemin du retour fut silencieux. Elle pouvait sentir l'odeur de la fillette, quelque chose de propre sous la saleté. Sage avait toujours eu un odorat fin. Cette odeur était différente. À l'intérieur, la fillette inspecta tout ce qui se trouvait en dessous du genou, le pied de la table basse, la télécommande, une chaussure. Elle a essayé de manger un sous-verre. Sage appela le 911. J'ai trouvé une enfant d'environ 3 ans. Elle ne veut pas parler. Elle est en train de manger mes meubles. Elle lui tendit des nuggets en forme de dinosaure. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Celle-là a des exigences. Elle trouva un T-shirt et lava la boue. La fillette endura cela avec une dignité féline. L'agent Henderson arriva et posa des questions. Pas de réponse. Aucune disparition d'enfant signalée. On peut l'emmener au service de protection de l'enfance. La fillette grogna. Pas un grognement mignon. Un grondement guttural, une vibration de baisse profonde. Elle se précipita derrière les jambes de Sage, s'agrippant à son jean, le visage pressé contre l'arrière du genou de Sage. Un autre grognement, un avertissement. Henderson reconsidéra plusieurs de ses choix de vie. Peut-être qu'elle reste ici. La voix de Sage était plus aiguë, juste pour un petit moment. Quelques heures, soupira Henderson. Sage sortit de la peinture au doigt. Laïa, le nom lui est venu avec certitude, s'y adonna avec une passion silencieuse. Elle peignit un loup violet mangeant une maison jaune, très mordant. Elle se remit au travail, peignant 14 loups. Chacun mangeait quelque chose de différent. Le dernier était une personne en costume, puis on frappa à la porte, un coup qui disait « Ce quartier m'appartient ». Sage ouvrit la porte. L'homme remplissait l'encadrement, incroyablement grand. Ses yeux bleus argentés la stoppèrent, fixés sur elle avec une concentration de prédateur. Elle pouvait sentir son odeur, pin, hiver, peur. Elle le savait, de la même manière qu'elle savait toujours les choses. Son regard passa derrière elle. Le contrôle se brisa. Soulagement. Laïa. Il respira le nom. Le nom sortit brisé. Pas comme on dit un nom, comme on dit une prière qu'on ne pensait pas voir exaucée. Derrière elle, Sage entendit une chaise racler le sol, de petits pieds, et puis Laïa se faufila entre ses jambes. Et pendant une seconde flamboyante, Sage pensa que la petite fille courait vers son père. Ce n'était pas le cas. Laïa s'arrêta à 1 mètre de lui, croisa les bras et lui lança un regard d'une déception si foudroyante et nucléaire que Sage ressentit une honte par procuration au nom du concept même de paternité. L'homme, cet homme énorme, terrifiant et clairement puissant, tressaillit. Il a vraiment tressailli, comme si la désapprobation d'une enfant de 3 ans était un coup physique. « Laïa », dit-il de nouveau, plus doucement. Il posa un genou à terre, se mettant plus près de son niveau. « Je suis là. Je t'ai trouvé. » La lèvre inférieure de Laïa trembla une seule fois. Puis elle tourna les talons, retourna vers Sage et s'enroula autour de ses jambes comme une bernique rancunière. Le silence qui a suivi était extraordinaire. Puis le cerveau de Sage rattrapa son cœur et la barman prit le dessus. Elle recula, se positionnant entre l'homme et Laïa.
un mouvement si instinctif qu'elle n'y pensa qu'après l'avoir déjà fait. Arrêtez. Vous débarquez en connaissant le nom de cet enfant. Comment avez-vous trouvé cet appartement? On m'a aidé à la retrouver. La police n'a rien trouvé. Soit vous n'avez pas signalé sa disparition, soit vous avez des ressources qu'ils n'ont pas. Elle bloqua la porte. Qui êtes-vous? Je suis son père. Quelqu'un l'a enlevé de notre maison et l'a laissé ici délibérément. Il déglutit. Elle a disparu depuis 48 heures. Pas perdue, enlevée. Quelqu'un l'a kidnappée. Oui. Pourquoi pas la police? Les gens qui l'ont enlevé ne sont pas des gens que la police peut trouver. Son nez lui dit qu'il disait la vérité. Le fond était vrai. J'appelle l'agent Henderson. Elle appela. Il confirma. Identité légitime. La société de sécurité privée s'en occupait. Vous êtes réglo, dit-elle. Et pour information, la phrase J'ai des ennemis sonne comme la bande-annonce d'un documentaire Netflix. Quelque chose se fissura dans son expression. Je comprends, dit-il, et je vous dois plus que je ne peux l'expliquer pour l'instant. Mais d'abord, puis-je, il fit un geste vers Laïa, toujours agrippée aux jambes de Sage. Elle a peut-être un avis sur la question. Il s'agenouilla lentement et prononça le nom de sa fille comme un homme réapprenant une prière qu'il croyait rester sans réponse. Laïa le regarda Sage, resserra sa prise sur le jean de Sage, puis à son propre rythme, elle lâcha une main et tendit l'autre vers son père. Il prit sa main comme si elle était en verre. Elle n'a pas mangé de légumes depuis 4 heures, dit Sage, parce que le silence devenait insupportable et la diversion était le seul outil de gestion de crise qu'elle possédait. Et elle a léché ma télécommande. Je pense qu'elle va bien, mais vous devriez probablement savoir ça sur elle. Ren leva les yeux vers elle depuis ses genoux, la main de sa fille dans la sienne, et elle vit quelque chose de brut et de terrifiant dans ses yeux argentés. Une gratitude si profonde qu'elle semblait sur le point de le noyer. Vous voulez du jus, ajouta Sage, parce qu'elle ne pouvait littéralement pas s'en empêcher. On a de la pomme, c'est dans une brique. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Il ressemblait à un homme dont le système d'exploitation venait de rencontrer une erreur qu'il n'était pas conçu pour gérer. Du jus, répéta-t-il. Il y a une paille, confirma-t-elle. Et c'est ainsi que le loup le plus puissant du continent se retrouva assis à la table de cuisine bancale de Sage Alden, buvant du jus de pomme dans une brique avec une petite paille, pendant que sa fille l'ignorait ostensiblement et peignait son 15e loup. Et Sage était assise en face d'eux, regardant cet homme énorme, secret, et clairement dangereux boire une brique de jus et pensant « J'ai tellement de questions. » Et cet homme ne répondra à aucune d'entre elles ce soir. Elle avait raison, mais il reviendrait, et les questions aussi. Ren n'avait pas respiré depuis 48 heures. Une seule directive. Trouver le louveteau. Marin était morte depuis 18 mois. La piste était mauvaise, trop professionnelle. Quelqu'un avait porté Laïa à travers de l'eau courante, était revenu sur ses pas, avait posé de fausses pistes. Des loups qui savaient comment brouiller une piste. Ivar. Le nom était logé dans sa poitrine comme un charbon ardent. Les gardes avaient enregistré le changement de Laïa trop tard. Les gens d'Ivar observaient depuis des semaines. Coordonnés, professionnels, site où, puis un jeune loup de patrouille capta l'odeur de Laïa près d'un complexe d'appartements. Faible, installé. Ren fut là en quelques minutes. La piste menait à une porte. Il pouvait entendre Laïa à l'intérieur, un petit rire. Il frappa. La porte s'ouvrit et le monde bascula sur son axe. 20 minutes et 3 briques de jus. Sage s'agenouilla au niveau des yeux de Laïa. « Tu dois y aller avec ton père. » « Non. »« Si, ma brique de jus. » Il y avait une menace claire dans cette petite voix. Sage trouva une autre brique de jus. « Il te récupère demain, » proposa Sage. « Tu pourras revenir. On pourra peindre d'autres loups. » Laïa considéra cela avec la gravité d'un conseil de guerre. Puis elle tendit sa petite main. « Reprendre mon âme. »« Quoi? Jusqu'à demain? Tu reprends mon âme? Ce n'est pas comme ça que... » Sage s'arrêta. Elle regarda Ren. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de se prendre une bonne nouvelle en pleine figure. « D'accord, je reprends ton âme. Jusqu'à demain. » Ils se serrèrent la main. Au moment où la porte se referma, Sage glissa au sol, le dos contre la porte. Son téléphone vibra. « As-tu survécu à l'apocalypse du bambin sauvage? Besoin que j'apporte du vin ou de l'argent pour la caution? » Chloé. 1 heure plus tard, Chloé était assise sur le comptoir de la cuisine de Sage,
ses jambes se balançant, un verre de vin à la main, écoutant avec l'attention captivée d'une femme qui entend la meilleure histoire de sa vie. Alors, si j'ai bien compris, dit Chloé, pointant son verre de vin vers Sage pour insister, tu trouves une enfant magique de la forêt. Tu lui donnes la nourriture sacrée de son peuple. Et puis son père débarque et c'est un colosse d'un mètre 95, un spécimen de mâle grognon et bien habillé qui te regarde comme si tu étais la dernière bouteille d'eau dans le Sahara. Il m'a regardé comme si j'étais un problème de maths qu'il voulait résoudre, Sage, avec son corps, avec ses dents. En fait, c'était un regard très denté. Encore mieux, Chloé frappa le comptoir. Ça y est, c'est le truc. L'univers en a marre de te voir sortir avec des bassistes qui pensent que posséder un matelas est un engagement trop lourd. Il n'est pas, je ne suis pas Chloé. C'est juste un père. Un père très intense dont j'ai accidentellement gardé l'enfant pendant un après-midi. Et, et il a bu une brique de jus à ma table de cuisine pendant que sa fille peignait des loups qui mangeaient en des gens. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Cet enfant est une visionnaire. Le dernier loup mangeait un homme en costume. Elle avait l'air très contente de ça. Je l'adore, et j'adore cette situation. Et j'adore que tu fasses semblant de ne pas avoir remarqué ses avant-bras. Je n'ai pas remarqué ses avant-bras. Sage. J'ai remarqué ses yeux. Ils étaient... Elle s'arrêta. Elle avait été sur le point de dire quelque chose de bizarre. Quelque chose sur le fait qu'elle pouvait encore sentir son odeur, flottant faiblement dans son appartement. Peine et air d'hiver. Et comment cette odeur la faisait se sentir apaisée d'une manière qui n'avait aucun sens. Elle avait été sur le point de dire qu'elle avait senti sa peur et son soulagement, et qu'elle avait su dans son corps, la seconde exacte où sa terreur s'était brisée. Ils étaient jolis, termina-t-elle piteusement. Chloé l'étudia pendant un long moment de complicité, puis, miséricordieusement, laissa tomber. Il va revenir, tu sais. Pourquoi reviendrait-il? Parce que l'enfant magique de la forêt t'a choisi et que le papa sexy et grognon n'a pas d'autre choix que d'obéir. Puis elle sauta du comptoir. Qu'est-ce que tu vas porter pour ton premier rendez-vous de jeu officiel avec un mystérieux millionnaire? Sage lui lança un torchon. Mais plus tard, en nettoyant les dernières strass de peinture sur le sol, elle ne pouvait pas se défaire de ce sentiment. Pas à propos de Ren, bien que ce soit là aussi. Cette présence, ce poids, cette façon dont il avait dit Laïa, comme si le mot lui-même pouvait se briser. C'était à propos d'elle-même. Quelque chose était différent. L'appartement semblait trop bruyant. Le réfrigérateur bourdonnait à une fréquence qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le fuchsia dans le couloir, celui pour lequel son propriétaire la menaçait constamment, sentait la mort, une détresse végétale spécifique qu'elle pouvait soudainement identifier comme un manque de drainage, une pourriture des racines, deuxième étagère en partant de la gauche. Elle resta longtemps dans sa cuisine, les mains encore humides du nettoyage, et écouta le monde être un peu trop lui-même. Puis elle alla se coucher et rêva qu'elle courait dans des bois qu'elle ne reconnaissait pas, près du sol, plus vite que ses jambes auraient dû la porter. Le trajet du retour fut une guerre de volonté silencieuse. Laïa était assise dans son siège auto, les bras croisés et la lèvre inférieure déployée à son extension tactique maximale. Elle regardait par la fenêtre avec l'air tragique d'une reine déchue conduite en exil. Toutes les quelques minutes, elle soupirait, une petite expiration dévastatrice qui communiquait des volumes sur l'injustice de l'univers. Sur le siège passager, Marcus faisait ce truc où il ne disait rien très bruyamment. Elle semble apprécier l'humaine, s'aventura-t-il finalement. Elle avait peur. La femme lui a offert un sanctuaire. La femme lui a offert des nuggets de poulet en forme de dinosaure et de la peinture au doigt, dit Marcus, sa voix soigneusement neutre, ce qui constitue apparemment un sanctuaire selon la Convention de Genève des Tout-Petits. Les mains de Ren se crispèrent sur le volant. Son loup, qui était resté silencieux depuis qu'ils avaient quitté l'appartement, choisit ce moment pour parler. Elle nous a offert du jus, observa-t-il, avec le ton révérencieux d'un sommelier se remémorant un millésime particulièrement bon. Dans une brique avec une paille, Ren dit à son loup, se dit à lui-même de se concentrer sur la route. Elle sentait la maison, ajouta son loup, ignorant l'instruction avec sa grâce diplomatique habituelle, comme la bonne version de tout. Ren, la voix de Marcus avait changé. Prudent. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? La femme est importante pour le rétablissement de Laïa.
Elle a une présence apaisante. Ce n'était pas un mensonge. Chaque mot était vrai. C'était aussi environ 4% de l'information pertinente. Tu veux organiser des rendez-vous de jeu? Dit Marcus lentement. Pour l'héritière du royaume du Nord avec une barman humaine au hasard. Oui. Marcus resta silencieux un moment. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que tu es assis dans sa cuisine depuis 1 heure, sentant comme un homme qui vient de trouver la foi? Non. Ou le fait que tu n'as grogné sur personne depuis que nous avons quitté son appartement, ce qui est la plus longue période en 18 mois. Je ne grogne pas sur les gens. Tu as grogné sur le barista hier, celui qui a préparé ton café trop lentement. Il était... Ren s'arrêta. Il avait en effet grogné sur le barista. Les rendez-vous de jeu sont pour Laia. Bien sûr qu'ils le sont, dit Marcus avec la douce patience d'un homme désamorçant d'une bombe qu'il voyait parfaitement bien. J'ajouterai coordinateur royal des rendez-vous de jeu à mes fonctions, juste en dessous de empêcher le roi Alpha de déclencher des guerres inutiles. Depuis le siège arrière, Laia souffla. Cela ressemblait incroyablement à un accord. 2 jours plus tard, on frappa de nouveau, plus doucement. Cette fois, moins une déclaration de guerre, plus une revendication territoriale polie. Sage ouvrit la porte à Ren, vêtu d'un jean sombre et d'un Henley gris, qui aurait dû être illégal sur un homme avec de telles épaules. Il tenait la main de Laia. Laia tenait une seule Margaret, légèrement flétrie. Au moment où Laia vit Sage, elle lâcha la main de son père et se lança en avant. Le câlin, les bras autour des genoux, le visage pressé contre le jean, tout le corps engagé, frappa Sage comme un coup de poing dans le ventre d'amour pur et simple. « Salut, Nugget », chuchota-t-elle en ébouriffant les cheveux de Laia. « Tu m'as manqué », Laia serra plus fort. Puis elle se recula, leva les yeux vers Sage et prononça son premier mot. Plus. Le mot était à peine un murmure, doux comme du papier de soie. Mais c'était un vrai mot adressé à une personne après 6 mois de silence. Derrière Laia, Ren se figea complètement. Son visage fit des quelque chose que Sage ne pouvait pas regarder de trop près, car cela la ferait pleurer. Un spasme d'émotion brute, sans défense, qu'il réprima presque instantanément, mais pas avant qu'elle ne le voie, pas avant qu'elle ne le sente. Une vague de quelque chose de si vif et brillant que c'en était presque douloureux. La gratitude, le genre désespéré, le genre qui a le goût du sel. Plus de peinture, demanda Sage, sa voix soigneusement stable. Plus de nuggets. Laia considéra cela avec la gravité d'un juge de la Cour suprême. Plus, répéta-t-elle en montrant l'appartement de Sage. Je crois qu'elle veut dire plus de tout, dit Sage en s'écartant pour les laisser entrer. J'ai apporté des provisions, dit Ren en désignant un sac de course de la taille d'un petit réfrigérateur. Il le porta jusqu'au comptoir de la cuisine et commença à le décharger avec l'efficacité concentrée d'un homme qui avait cherché sur Google « Que mangent les humains ?» et acheté tout ce qui était apparu. Des briques de jus bio, des encas aux fruits artisanaux, une miche de pain au levain de la taille de la tête de Sage, 3 types de houmous, une meule de brie, et au fond du sac, comme une chute attendant son heure, un ananas entier non coupé. Sage tendit l'ananas. Pour le bambin, pour un usage général de l'ananas. Mon bêta a peut-être surestimé les besoins. Votre bêta pense que les tout-petits ont besoin d'ananas entiers. Une légère rougeur monta aux joues de Ren. C'était la chose la plus humaine qu'elle l'ait vue faire, et c'était terriblement séduisant. Il a compilé une liste. Une liste qui incluait un ananas entier. La liste était exhaustive. Sage tourna l'ananas dans ses mains. C'était un bel ananas, clairement cher. Elle n'avait jamais de sa vie reçu un ananas d'un homme, et elle n'était pas sûre de l'étiquette à suivre. « Merci, dit-elle en le posant sur le comptoir à côté du brie. Mon appartement n'a jamais été aussi bien approvisionné. Je pense que votre bêta est un meilleur pourvoyeur que tous les hommes avec qui je suis sorti. Son loup dit, nous pourrions pourvoir mieux. Nous pourrions pourvoir un élan, un grand. Ren ne transmit pas cette information. L'après-midi se déroula comme quelque chose d'une vie que Sage n'avait jamais eue. Laia peignait des loups, toujours des loups, chacun mangeant quelque chose de nouveau et de plus en plus ambitieux. Une voiture, un arbre, ce qui semblait être un classeur. Sage peignait à ses côtés, leurs coudes se frôlant, leur silence confortable et chaleureux.
Ren se tenait en sentinelle près du comptoir de la cuisine, une tasse de café intacte dans ses mains. Il les regardait avec une expression que Sage apprenait à lire. Pas seulement l'extérieur maussade, mais les couches en dessous. La façon dont ses épaules s'abaissaient d'1 centimètre quand Laia riait. La façon dont ses yeux suivaient les mains de Sage quand elle peignait, comme si le simple fait qu'elle crée quelque chose était fascinant pour lui. « Tu pourrais nous rejoindre », dit Sage en lui tendant un pinceau. « Il y a de la place. » Il regarda le pinceau comme si c'était une grenade dégoupillée. « Non, allez. Tu peux peindre un loup. Tout le monde le fait. C'est le nouveau truc à la mode. Je ne peins pas. Tu ne peins pas encore. Mentalité de croissance. Chance. » Il ne sourit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit et Sage le compta mentalement comme une victoire. Puis Laia fit quelque chose qui changea la pièce. Elle avait travaillé sur son dernier loup. Celui-ci était vert pour des raisons connues seulement de Laia. Elle s'arrêta, l'étudia et ajouta soigneusement une petite silhouette à côté du loup. Un bonhomme bâton avec des cheveux bruns. Elle le tendit à Ren, pointa le bonhomme bâton. « Sage, dit-elle, puis elle pointa le loup. Elle regarda son père et attendit. La gorge de Ren bougea. Il tendit la main et prit la peinture avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « C'est magnifique, Louveteau. » Laia hocha la tête, évidemment, et se remit au travail. Sage, qui s'était détourné pour lui laisser ce moment, s'occupa à arranger le bris sur une assiette qu'elle avait l'intention de jeter. Ses yeux brûlaient, son nez brûlait encore plus. Elle pouvait sentir tout dans sa pièce avec une clarté soudaine et écrasante. La peinture, le café, la douceur piquante de l'ananas. L'odeur de Ren, qui aujourd'hui était moins âpre, plus chaude, avec une nuance de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, qui lui donnait envie de se rapprocher de lui. Elle cligna des yeux avec force, se concentrant sur le bris. « Tout va bien, se dit-elle. Tu es juste une barman qui peut sentir les émotions. C'est une chose tout à fait normale qui arrive à des gens tout à fait normaux. » Elle ne remarqua que Laia était devenue silencieuse que lorsqu'elle entendit le fracas. Elle se retourna pour trouver Laia debout au-dessus des débris du sucrier qu'elle avait apparemment fait tomber du comptoir grâce à une prouesse d'ingénierie impliquant 2 livres empilés et un torchon. Il y avait du sucre partout. Laia tenait un seul morceau de sucre dans chaque poing, son visage un masque de triomphe total et sans remords. « Laia, dit Ren. » Sa voix était très contrôlée. Laia le regarda lentement, délibérément, maintenant un contact visuel avec la puissance brute d'un négociateur d'otages. On mit un morceau de sucre dans sa bouche. Non, elle mit le 2e morceau de sucre dans sa bouche. Elle tient ça de toi, dit Sage à Ren, qui avait l'air d'un homme regardant son royaume entier s'effondrer en temps réel. Elle tient ça de sa mère, dit-il doucement, puis il se reprit, les mots flottant dans l'air entre eux. Sage n'insista pas. Elle s'agenouilla simplement et commença à balayer le sucre. Et après un moment, Ren s'agenouilla à côté d'elle. Leurs mains se frôlèrent sur la pelle à poussière. Aucun d'eux ne s'écarta. Les visites devinrent un rythme. Tous les quelques jours, Ren apparaissait à sa porte, Laia à sa suite. Une excuse bidon sur les lèvres et un sac de courses qui suggérait que les listes de courses de Marcus devenaient de plus en plus délirantes. La qualité spécifique de la lumière dans votre appartement lui manquait, disait-il, le visage complètement impassible pendant que Laia était déjà passée devant lui et se dirigeait vers les peintures. Ou, son ours en peluche, Sir Reginald, a demandé un rendez-vous de jeu avec vos coussins. Ou une fois, avec le désespoir silencieux d'un homme au bout du rouleau. Elle t'a fait un dessin et elle n'arrête pas de regarder la porte. Chaque fois, Sage les laissait entrer. Chaque fois, son appartement devenait un peu plus quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Pas seulement un endroit où s'écraser entre 2 services, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose avec des gens qui revenaient. Laia s'épanouissait comme une fleur que quelqu'un avait oublié d'arroser. Elle fredonnait en peignant, une mélodie sans air et sinueuse qui figeait Ren à chaque fois. Elle disait plus de mots, bleu, plus Sage, non. Le nom était exclusivement dirigé contre Ren, déployé avec une précision tactique dévastatrice chaque fois qu'il essayait de lui faire manger un légume, de quitter l'appartement ou d'arrêter de donner des crackers aux fuchsia du couloir. Et elle était espiègle, glorieusement, complètement, créativement espiègle, de la manière dont seule une enfant de 3 ans avec les instincts d'un louveteau et le contrôle des impulsions d'un écureuil sous caféine pouvait l'être.
Elle a mordu Marcus. C'est arrivé lors d'une visite où Marcus avait accompagné Ren, soi-disant pour évaluer la sécurité du lieu, mais en réalité, Sage le soupçonnait pour jeter un œil à la femme dont son patron était obsédé depuis des semaines. Marcus était un homme grand et posé, avec l'allure de quelqu'un qui avait vu beaucoup d'absurdités et avait fait de la paix avec. Il avait offert à Laia une poignée de main digne. Laia lui avait mordu le pouce, pas assez fort pour percer la peau, juste assez pour marquer son poing. Elle s'était ensuite retirée derrière les jambes de Sage et avait lancé à Marcus un regard qui communiquait très clairement. J'ai revendiqué cette humaine. Ajustez vos attentes en conséquence. Marcus avait regardé son pouce, puis Ren, puis Sage, et avait dit avec un calme parfait, je vois la ressemblance familiale. Une autre fois, lors d'une séance de peinture parfaitement paisible, Laia s'était d'une manière ou d'une autre introduite dans le placard de Sage, avait trouvé une paire de talons hauts que Sage n'avait pas portés depuis l'université, et en était sortie en les portant avec un sens de l'occasion qui suggérait qu'elle s'apprêtait à s'adresser à un parlement. Elle avait ensuite déambulé dans l'appartement, avec pendant 20 minutes, s'arrêtant périodiquement pour lancer à Ren un regard d'une telle autorité royale qu'il s'était redressé sur sa chaise. Elle va être un problème, dit Sage en regardant Laia tenter d'escalader le canapé avec des talons de 10 centimètres. Elle est déjà un problème, dit Ren. Mais la façon dont il le dit était douce, et quand Laia tomba du canapé et atterrit sur un tas de coussins, délibérément, parce qu'elle les avait arrangés là d'abord, parce que c'était un petit génie du mal, il rit. C'était la première fois que Sage l'entendait rire. Un vrai rire, surpris, rauque par manque d'usage. Cela changea tout son visage, détendit les angles durs, plissa les coins de ses yeux, le transformant d'un roi maussade en un homme qui venait de voir sa fille déjouer la gravité. Le cœur de Sage fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Pas un sursaut, pas une danse effrénée, quelque chose de plus calme, quelque chose qui s'installa. Pour Ren, ces visites étaient une lente et impitoyable déconstruction. Être près de Sage, c'était comme se tenir au soleil après une vie dans l'ombre. Son loup, la partie de lui qui avait fonctionné à l'adrénaline de survie pure pendant 18 mois, était plus calme dans son appartement que sur son propre territoire. Il s'apaisait, il arrêtait de chercher des menaces et commençait à remarquer des choses à la place. La façon dont elle riait avec tout son corps, la nuance spécifique de brun dans ses yeux quand elle le taquinait, la forme de ses mains quand elle peignait. « Elle est à nous », observa son loup avec la certitude terre-à-terre d'un avis d'imposition. Elle n'était pas à eux. C'était une barman humaine qui ne savait pas qu'elle se tenait en présence du roi Alpha et ne savait pas qu'elle était une Oméga dont la louve était dormante sous sa peau. Elle n'était pas à lui de la revendiquer, pas à lui de la désirer, pas à lui de construire un avenir autour d'elle. Mais son loup se fichait de tout ça. Son loup avait classé Sage sous la rubrique essentielle et n'acceptait aucun contre-argument. La partie infernale était de se cacher. Chaque instinct lui hurlait de lui dire la vérité sur lui-même, sur elle, sur le lien qu'il sentait se former entre eux, comme une corde tissée un fil à la fois. Au lieu de cela, il s'asseyait dans sa cuisine, buvant des bricks de jus avec une paille et faisant semblant d'être un homme normal, avec une vie normale et une raison parfaitement normale d'amener sa fille dans l'appartement d'une barman 4 fois par semaine. Marcus n'était pas dupe. Tu es allé en ville 4 fois cette semaine, observa Marcus, sans lever les yeux d'une pile de documents de traité. La meute de l'Est pense que tu prépares une invasion. La meute du Sud pense que tu as développé une dépendance paralysante au café humain. Ma présence est requise pour le bien-être de Laia. Et le bien-être de Laia exige-t-il que tu connaisses la pâtisserie préférée de sa gardienne? Parce que la boulangerie royale a appelé, tu as passé une commande permanente de croissants aux amandes. Ren n'eut aucune réponse. Tous les mardis, continua Marcus, une douzaine livrée à la main dans une boîte avec un ruban. Laia aime les croissants. Laia a 3 ans. Elle aime les choses qu'elle peut mordre, ce qui, comme mon pouce peut en témoigner, inclut les doigts humains. Marcus leva les yeux. Ren, tu es le loup le plus puissant du continent, et tu es complètement, et de façon embarrassante, mené par le bout du nez par une femme qui ne connaît même pas ton nom de famille. Elle n'a pas besoin de connaître notre nom de famille. Fournit son loup avec serviabilité. Elle a besoin de connaître notre odeur, ce qu'elle fait déjà. Elle s'est penchée vers nous mardi. Elle est consciente de nous à un niveau biologique. C'est un excellent progrès. Les croissants restent, dit Ren.
Marcus soupira le soupir d'un bêta qui avait accepté son sort. Bien sûr qu'il reste. Un jeudi pluvieux, l'orage éclata. Pas le métaphorique, bien que celui-là arrivait aussi. Un véritable orage du genre qui transformait le ciel en ardoise et les rues en rivière. Ren était arrivé avec Laia émitouflée sous sa veste, tous deux trempés, et le courant avait été coupé avant même que Sage ait pu fermer la porte. Son appartement plongea dans le noir, éclairé seulement par les 5 bougies qu'elle avait dénichées dans le tiroir à bazar. La pluie martelait les fenêtres. Le monde extérieur disparut. Ils installèrent Laia sur le canapé, sous toutes les couvertures que Sage possédait. La petite fille s'était endormie presque instantanément, une main agrippant sur Reginald, l'autre tenant un cracker à moitié mangé qu'elle avait refusé de lâcher même dans son inconscience. Puis il n'y eut plus qu'eux, Sage et Ren, dans l'obscurité vacillante. Le silence était épais, chaleureux, chargé de quelque chose qui s'était accumulé depuis des semaines. Alors, dit Sage, essayant de le briser, avant qu'il ne la brise. Roi alpha du royaume du Nord, hein? Ren se figea, chaque muscle tendu. Ses yeux brillèrent d'argent à la lueur de la bougie, et pendant une seconde, elle vit quelque chose d'ancien et d'effrayé derrière eux. Je plaisante. Elle leva les mains. C'est une blague. Tu as juste cette allure royale, comme si tu étais secrètement le roi d'un petit pays européen très sérieux. La tension se dissipa lentement, le laissant l'air fatigué et incroyablement humain. Non, dit-il, je ne suis pas un roi. C'était un mensonge, mais ça sonnait comme une confession. Ils parlèrent pendant des heures, tandis que la pluie transformait le monde extérieur en bruit blanc. Pas de choses importantes sur le papier. Ses pires services de barman, ses livres préférés, l'histoire surtout, et un amour coupable pour les romans d'espionnage qui semblaient l'embarrasser. La dévotion secrète de Laia pour les cornichons. Pour la première fois, le masque Mossad tomba. Il lui raconta comment il avait essayé d'apprendre à Laia à sauter à cloche-pied et comment cela s'était terminé avec eux deux, le visage dans une flaque de boue. Et Laia l'avait regardé avec une telle trahison qu'il avait ri si fort qu'il ne pouvait plus se relever. Et puis, plus doucement, elle fredonnait. Marin, ma mère, elle fredonnait quand elle cuisinait. Toujours les mêmes quelques mesures. Elle disait qu'elle avait oublié le reste, mais je l'ai entendue chanter la chanson entière une fois, quand elle pensait être seule. Il fit une pause. La lueur de la bougie se déplaçait sur son visage. Laia fredonne maintenant, dans ton appartement, quand elle peint. Sage comprit ce qu'il disait, ce que cela lui coûtait de le dire. Elle a fredonné aujourd'hui, dit doucement Sage pendant qu'elle peignait le loup vert. Ren hocha la tête. Il fixait la flamme de la bougie et Sage le regarda être ailleurs un instant, dans une cuisine qui sentait la cuisine de quelqu'un d'autre, écoutant une chanson qu'il n'entendrait jamais terminer. « Je suis désolé, dit-elle. Pas « je suis désolé pour votre perte », ce que les gens disaient quand ils ne savaient pas quoi dire. Juste « je suis désolé pour la tasse encore dans le placard, pour la chanson sans fin, pour les petites mains de la fillette qui ressemblaient à celles de quelqu'un d'autre. Elle avait une tasse bleue ébréchée, dit-il presque pour lui-même, avec un renard dessus. Je ne peux pas la déplacer. Tu n'as pas à le faire. » Il la regarda alors, la regarda vraiment, et la lueur de la bougie rendit ses yeux argentés doux, et la pluie rendit le monde petit, et quelque chose dans l'air entre eux passa de la tension à la tendresse. « Sage, dit-il, sa voix à peine un murmure. » Il tendit la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Le contact envoya un feu dévalant dans ses veines, et quelque chose au fond de son ventre, quelque chose qui avait dormi, quelque chose de chaud et de nouveau et de confus, s'agita. Il se pencha. Elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. Ses yeux se fermèrent. Les lumières se rallumèrent. Le réfrigérateur se mit en marche avec la subtilité d'une corne de brume. Le néon du plafond inonda la pièce de l'ambiance romantique des toilettes d'une station-service. Ils s'écartèrent brusquement, et là, debout dans l'embrasure de la porte du salon, se tenait Laia. Elle tenait son cracker à moitié mangé. Ses cheveux étaient aplatis d'un côté, et elle les regardait avec une expression de jugement si profond et sensillé que Sage eut l'impression d'avoir été surprise en train de commettre un crime contre l'ordre naturel. Laia regarda Sage, regarda Ren, prit une bouchée délibérée de son cracker. Le craquement fut assourdissant. « Eh bien, dit Sage au jury de 3 ans,
Ce n'est pas ce que vous croyez. Laia croqua de nouveau. Le verdict était clair. C'est exactement ce que vous croyez. Et vous devriez avoir honte tous les deux. Le quasi-baiser changea l'air entre eux. Le confort facile avait disparu, remplacé par quelque chose d'électrique et de prudent. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre, comme des aimants, s'attirant puis se repoussant au moindre contact. Et sous la conscience que Sage avait de Ren, quelque chose d'autre changeait. Cela s'était accumulé depuis des semaines, si progressivement qu'elle avait classé chaque élément comme une bizarrerie, une coïncidence, un mardi étrange. Son odorat, toujours fin, devenait absurde. Elle pouvait identifier chaque ingrédient d'un cocktail par la seule odeur. Elle pouvait dire quand un client était sur le point de commencer une bagarre 60 secondes avant qu'il ne le sache lui-même. Quelque chose de métallique et de chaud dans l'air autour d'eux, comme des pièces de monnaie laissées au soleil. Elle ne dormait pas bien. Elle se réveillait à 3 heures du matin avec l'envie de faire les 100 pas, de bouger, de sortir et de faire quelque chose que son corps ne pouvait pas tout à fait articuler. Sa peau semblait tendue, pas douloureuse mais agitée, comme si elle portait un costume presque à sa taille, mais pas tout à fait. Ren devint plus protecteur, plus présent. Il commença à se montrer au verre doré pendant ses services, assis dans une cabine sombre, sirotant un unique verre d'eau pendant des heures, tel l'abstinent le plus intimidant du monde. Chloé était hors d'elle. Il garde son territoire, siffla-t-elle par-dessus le jukebox. Tu es son territoire. Je suis une personne, pas un code postal. Une personne pour qui il se battrait clairement contre un ours. Plusieurs ours. Toute une armée d'ours. Mais sous la comédie romantique, quelque chose de plus sombre se tramait. Le téléphone de Ren vibrait avec des messages qui transformaient son expression en pierre. Il prenait des appels dans le couloir, sa voix un grondement bas et dangereux. Il revenait avec l'air d'un homme portant un poids qu'elle n'était pas autorisée à voir. Le point de rupture arriva un vendredi soir chargé. Sage le surprit en train de fixer un groupe de clients bruyants avec une expression digne d'un documentaire sur la nature, la partie juste avant que le prédateur ne perde patience. Elle marcha jusqu'à sa table. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ren? Je veille sur toi. » Veiller sur moi ou me traquer. Elle était fatiguée, et son nouvel super-odorat bizarre lui donnait mal à la tête, et les néons derrière le bar étaient trop vifs, et elle se réveillait chaque nuit avec des rêves de course à 4 pattes dans des forêts qui n'existaient pas. Tu es ici tous les soirs. Tu m'as apporté un extincteur parce que mon grille-pain avait l'air peu fiable. Tu ne peux pas t'immiscer dans ma vie et refuser de me dire pourquoi. J'essaie de te garder en sécurité. En sécurité de quoi? Des mauvais pourboires. Il la regarda. Ses yeux étaient pleins de quelque chose de vaste et de douloureux, et de désespérément honnête. Je ne peux pas te le dire. D'accord, le combat la quitta comme l'air d'un ballon. Tu ne peux pas. Elle se retourna et s'éloigna, et il la laissa partir parce que la vérité mettrait une cible sur son dos. Et le mensonge était le seul bouclier qui lui restait. Et il était un roi qui avait déjà perdu une femme à cause de la violence de son monde. Et il mourait avant d'en perdre une autre. Il ne revint pas. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Le silence était un poids physique. Le samedi suivant, le verre doré était bondé. Sage fonctionnait aux vapeurs et à l'espresso, ses mouvements automatiques, son esprit rejouant l'expression sur le visage de Ren quand elle s'était éloignée. Elle l'avait poussé et il s'était complètement retiré. C'était peut-être ça. Peut-être que leur petit monde étrange et impossible avait finalement... Un homme glissa sur un tabouret de bar en face d'elle. Ce n'était pas un de ses habitués. Grand, mince, avec des yeux pâles et vigilants, et une bouche qui semblait conçue pour la cruauté. Il se déplaçait avec une immobilité de prédateur qui déclencha toutes les alarmes dans le corps de Sage. Et il y en avait, découvrait-elle, plus qu'elle ne l'avait cru. Son odeur était mauvaise. Elle n'aurait pas pu expliquer comment, mais ça la frappa comme un mur. Froid, métallique, huileux, comme des pièces de monnaie mouillées et quelque chose de pourri en dessous. Son nez recula. Tout son corps recula. Quelque chose au fond de sa poitrine émit un son qui n'était pas tout à fait un mot et pas tout à fait un grognement. Juste un bourdonnement bas de mauvais, mauvais, mauvais. Un verre de votre meilleur whisky, dit-il. Sa voix un lent traînement. Ses yeux la parcoururent. Vous devez être Sage. J'ai tant entendu parler de vous. Je ne vous connais pas, dit-elle, sa main se resserrant autour de la bouteille qu'elle tenait. Mais je connais votre ami Ren.
La façon dont il prononça le nom était un couteau enveloppé de soie. Il a passé beaucoup de temps dans le monde des humains, négligeant ses devoirs. Les gens en parlent. Monde des humains, l'expression l'accrocha. Pas la ville, pas ici, le monde des humains, comme s'il y en avait un autre. Je pense que vous devriez partir, dit Sage. L'homme Ivar, bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, se contenta de sourire. Je commence juste à être à l'aise. Vous voyez, je n'arrive pas à comprendre ce qu'un roi alpha voit dans une petite humaine fragile comme vous. Roi alpha, les mots de sa blague. Celle qui avait fait se figer Ren dans son appartement, ses yeux argentés écarquillés par quelque chose qui n'était pas de l'amusement. Ce n'était pas une blague. Ça n'avait jamais été une blague. Le monde bascula. Le bruit du bar s'estompa. Et puis quelque chose se produisit. Ça commença à la base de sa colonne vertébrale. Une chaleur soudaine et électrique, comme un courant qui s'allume. Elle grimpa le long de ses vertèbres, une par une. Sa vision s'aiguisa. La pièce explosa en détails qu'elle n'avait jamais demandé. Chaque visage, chaque perle de sueur, chaque battement de cœur dans son rayon immédiat devenant soudainement, violemment visible. Les odeurs, bière, sueur, parfum, peur. Le froid métallique et mauvais de l'homme en face d'elle la submergea en une vague qui la fit chanceler. Et puis, de quelque part à l'intérieur de sa poitrine, d'un endroit qui avait été silencieux toute sa vie, si silencieux qu'elle n'avait pas su qu'il était là, quelque chose se réveilla. Ce ne fut pas un réveil spectaculaire. Il n'y eut pas de lumière aveuglante, pas de montée de pouvoir ancien, pas de corde mystique frappée dans l'univers. C'était plus comme une application qui s'installe, un nouvel onglet qui s'ouvre. Une colocataire qu'elle n'avait jamais rencontrée sortant d'une chambre dont elle ignorait l'existence dans son appartement, clignant des yeux à la lumière et immédiatement agacée par tout. « Quoi ?» dit-il. Pas un mot exactement. Un sentiment en forme de mot. Une vibration de pure irritation confuse rayonnant de quelque part derrière son sternum. Sage s'agrippa au bord. « Qu'est-ce que... » Bruyant, dit sa louve, car c'est ce que c'était. Elle le sut avec une certitude instantanée et profonde qui contourna toute pensée rationnelle dans sa tête. C'était sa louve. Elle avait été là tout le temps. Pas endormie exactement, mais pas tout à fait éveillée, consciente du monde comme on est conscient d'une conversation dans une autre pièce. Et maintenant, elle était là, dans la pièce, et elle était submergée. Bruyant, dit-elle à nouveau. Lumineux. Pourquoi? Ça sent mauvais. Celui-là. Un pic de révulsion si fort que le nez de Sage se plissa involontairement. Ça sent mauvais. Morde-le. Je ne vais mordre personne, marmonna Sage. Ivar se pencha plus près, ses yeux pâles écarquillés par un choc sincère, puis par le plaisir. Eh bien, je suis damné. Une oméga non éveillée, ici même dans un bar miteux. La réponse de sa louve fut immédiate et non négociable. Un grognement, un vrai, profond et grondant, vibrant de sa poitrine et sortant de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. C'était le son que Laia avait fait à l'agent Henderson, mais en plus fort, plus méchant. Les verres sur l'étagère derrière elle tremblèrent. Le sourire narquois d'Ivar vacilla et quelque chose se déclencha en Sage. Pas la louve, la barman. 5 ans derrière ce bar. 5 ans à lire les salles, à gérer les menaces, à écarter les dangereux, avant qu'ils ne puissent gâcher la soirée de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas besoin de comprendre ce qui arrivait à son corps. Elle avait juste besoin de faire son travail. Elle se redressa de toute sa hauteur, ce qui n'était pas impressionnant, mais elle le fit compter. Elle posa la bouteille sur le bar avec un bruit sourd, délibéré et précis, et elle regarda Ivar droit dans ses yeux pâles et prédateurs. « C'est fini pour vous, » dit-elle. Sa voix était stable, froide, la voix qu'elle utilisait avec les hommes qui ne comprenaient pas du premier coup. « Paye ton ardoise, descends de mon tabouret et sors par cette porte. Tu as 30 secondes avant que j'appelle tous les videurs de cet immeuble et que je te fasse escorter dehors d'une manière qui blesse plus ta dignité que ton visage. » « Oui, » dit sa louve avec une approbation féroce et surprise. « Bien, plus de ça, et morde-le quand même. » Ivar l'étudia pendant un long moment. Quelque chose dans son calcul changea. Il s'était attendu à ce qu'elle s'effondre, et au lieu de cela, elle se tenait au-dessus de lui, grognant, rayonnant d'un nouveau pouvoir qu'elle ne comprenait pas et qu'elle maniait déjà d'une manière ou d'une autre comme une arme. « Intéressant, murmura-t-il, et il se leva. Il laissa tomber un billet sur le bord et se tourna pour partir.
Puis il s'arrêta. Quand vous verrez votre roi, dit-il, dites-lui qu'Ivor lui passe le bonjour. Et dites-lui que la meute de Blackwood n'oublie pas ce qu'on lui doit. Il sortit. La porte se referma derrière lui. Les mains de Sage tremblaient. Sa louve faisait quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme faire les 100 pas. Une énergie circulaire et agitée dans sa poitrine, reniflant tout, classant des choses, marmonnant un flot constant de réactions. Le méchant homme est parti. Bien. Le bar sent terriblement mauvais. Pourquoi tout est si bruyant? Les cacahuètes sont rances. Il y a une souris dans le mur. On n'aime pas la musique. Quand est-ce que l'homme qui sent le pain revient? On veut l'homme qui sent le pain. C'était qui, ça? Chloé apparut à son coude, les yeux écarquillés. Je n'en ai aucune idée, dit Sage. Mais je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Elle ne s'assit pas. Elle termina le reste de son service en pilote automatique et à l'adrénaline, sa louve fournissant une narration constante et inutile du paysage sensoriel du bar. Cet homme est triste. Cette femme ment. La machine à glace est en train de mourir. Quelqu'un a brûlé le popcorn. Les cacahuètes sont toujours rances. Pourquoi personne ne s'est occupé de ça? Quand son service se termina, elle sortit par la porte arrière dans la ruelle, et Ren était là. Il était appuyé contre le mur, son visage un masque de fureur à peine contenu. Et à la seconde où elle mit le pied dehors, ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui rendit sa louve instantanément, et de façon embarrassante, immobile. « Oh! » dit-elle, puis plus doucement. « Oh, c'est donc ça. » Elle pouvait le sentir à 3 mètres de distance. Pain, hiver, bois, pierre froide, et en dessous, brûlante et indubitable, une peur si vive qu'elle sentit un goût de cuivre, mais pas la peur de quelque chose. La peur pour quelqu'un. Pour elle. « Ivar était ici, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je sais. » Sa voix était rauque. J'ai senti, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je suis venu aussi vite que tu l'as senti. Il s'arrêta, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, le dernier mur qu'elle lui avait jamais vu construire avait disparu. Oui, dit-il, je l'ai senti, et je dois te dire pourquoi. Je dois tout te dire et j'ai besoin que tu viennes quelque part en sécurité pour que je puisse le faire sans mettre une cible sur ton dos. Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu rentrer chez elle, fermer sa porte à clé et passer le reste de sa vie à prétendre que cette nuit n'était pas arrivée. Sa louve avait une opinion bien arrêtée sur cette option. Non, absolument pas. Nous allons où va l'homme qui sent le ping. Ce n'est pas une discussion. D'accord, dit Sage, mais c'est moi qui conduis. Tu n'as pas de voiture? Alors c'est moi qui choisis la musique. Quelque chose se brisa sur son visage. Le soulagement. Et en dessous, le début de quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis très longtemps. Il lui ouvrit la portière passager de sa voiture et elle monta. Et sa louve passa tout le trajet à cataloguer chaque molécule de son odeur avec l'attention dévouée d'un critique de vin dans un vignoble. Le penthouse était ridicule. Des fenêtres du sol au plafond, une vue qui faisait ressembler toute la ville à un circuit imprimé, des meubles qui avaient probablement leur propre police d'assurance. Sage se tenait au milieu, encore dans ses vêtements de bar, sentant encore la bière et l'adrénaline, et se sentait exactement comme ce qu'elle était, une barman d'un appartement sans ascenseur au 2e étage qui s'était accidentellement égaré dans la vie de quelqu'un d'autre. Sa louve était moins impressionnée. Froid, observa-t-elle. Grand. Pas de couverture. Il faut plus de couverture. Le canapé est acceptable. Nous revendiquons le canapé. Assieds-toi, dit Ren. S'il te plaît. Elle s'assit. Lui, non. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, son reflet un fantôme dans la vitre. La ville scintillait derrière lui. Et puis il lui raconta tout. Les loups-garous, les meutes, les alphas, un monde caché vivant dans l'ombre du sien. Il était leur roi, le roi alpha du royaume du Nord, responsable de milliers de loups dans 4 territoires. Ivar était un alpha rival qui avait enlevé Laia pour envoyer un message et qui était venu au bar ce soir pour en envoyer un autre. Et toi, dit-il, se tournant enfin pour lui faire face. Tu es une Omega Sage, une louve dont la transformation a été dormante. Les choses que tu as ressenties, l'odorat, l'agitation, les rêves de courir à 4 pattes. Il hocha la tête. La partie où je peux sentir que ta femme de ménage utilise une lessive à la lavande et que tu as bu du café il y a 4 heures et que tu es terrifié en ce moment.
mais aussi que tu sens que fallait. Elle s'arrêta. Elle n'avait pas de mots pour la dernière partie. Sa louve en avait un, mais elle n'était pas prête pour ce mot-là. Ta louve s'est réveillée ce soir, dit-il, déclenché par la menace par Ivar. Sage baissa les yeux sur ses mains. Des mains normales, pas de griffes, pas de fourrure. Mais à l'intérieur de sa poitrine, sa louve était assise, très immobile et très alerte, prêtant attention à tout. Il dit la vérité, nota-t-elle. Son rythme cardiaque est stable. Il sent le deuil et la peur et quelque chose qu'il essaie très fort de ne pas nommer. Aussi, ses épaules sont exceptionnelles. Est-ce qu'elle va continuer à faire ça? Demanda Sage. Les commentaires. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a des opinions sur tes épaules. Ren cligna des yeux, sa bouche s'ouvrit, se referma. Pour la première fois de toute la conversation, il parut véritablement décontenancé. Elle, ta louve te parle déjà. N'est-ce pas censé? La plupart des loups mettent des jours à développer une. Il s'arrêta, passa une main sur son visage. Bien sûr, la tienne a déjà des opinions. Bien sûr. Elle pense aussi que ton canapé a besoin de plus de couverture et que les cacahuètes de mon bar sont rances. Elle a été minutieuse. Et malgré tout, les révélations, le danger, le fait que son monde entier venait d'être bouleversé, Ren rit. Un son court et impuissant, le rire d'un homme qui s'était préparé aux larmes, à l'horreur, au rejet, et qui avait eu à la place une femme dont la louve déposait déjà des plaintes de décoration intérieure. Mais le rire s'estompa, et Sage sentit la vraie question monter, celle qui se formait depuis le moment où sa louve avait ouvert les yeux à l'arrière d'un bar miteux. « Si je suis une louve, dit-elle lentement, alors pourquoi ne le savais-je pas? Pourquoi ne me suis-je pas présenté ou transformé ou quoi que ce soit qui est censé se produire? J'ai 26 ans. Ce n'est pas normal, n'est-ce que pas? » L'expression de Ren changea. Prudent. Non, ce n'est pas normal. La plupart des loups se présentent dans l'enfance à la puberté au plus tard. Pour qu'une oméga passe autant de temps sans se transformer, il fit une pause. Cela signifie généralement qu'elle a été élevée en dehors de la meute, complètement en dehors. Pas de loup dans sa vie du tout. Pas de lien de meute, pas de proximité avec d'autres métamorphes. La louve est là, elle est toujours là, mais sans la résonance d'autres loups autour d'elle, elle reste silencieuse, dormante, comme une fréquence sans rien sur quoi s'accorder. Sage était très immobile. J'étais en famille d'accueil, dit-elle. J'avais 4 ans. Ren la regarda, attendant. Mes parents sont morts dans un accident de voiture, tous les deux. Je ne me souviens pas de grandes choses. J'étais trop jeune. J'ai une photo. Ma mère rit dessus. Mon père la regarde comme si elle avait décroché la lune. Elle déglutit. Personne n'est jamais venu me chercher. Pas de meute, pas de famille, personne qui savait ce que j'étais. Je suis juste entré dans le système. Foyers de groupe, famille d'accueil, sortant du système à 17 ans. Sa louve était silencieuse, ne commentant pas. Juste à l'écoute. La façon dont on écoute une histoire dont on connaît déjà la fin. Ta mère, dit doucement Ren. C'était elle, la louve. Ce n'était pas une question. Sage le regarda vivement. Comment le sais-tu? Parce que ton père ne le savait pas. S'il l'avait su, il aurait contacté une meute avant leur mort. Il aurait pris des dispositions. Le fait que personne ne soit venu te chercher signifie que personne dans son monde ne savait ce que tu étais et que personne dans le sien ne savait que tu existais. Il resta silencieux un moment. Elle cherchait probablement le bon moment pour le lui dire. Les loups se lient aux humains. Ce n'est pas une conversation facile. Certains attendent des années. Elle a attendu trop longtemps, dit Sage. Les mots sortirent plats. Factuels, de la manière dont on dit quelque chose qu'on a porté si longtemps que ça a perdu ses arrêts de vivre. Mais sa louve émit un son, petit, bas, douloureux, qui suggérait que les arêtes n'étaient pas aussi émoussées qu'elle le prétendait. Donc j'ai grandi comme une humaine, continua-t-elle. Pas de loose, pas de meute, pas de résonance. Et ma louve est juste restée silencieuse tout ce temps. Jusqu'à Laia, dit Ren. Sage le regarda. Un louveteau en détresse. L'odeur d'un alpha, la proximité d'une meute pour la première fois de ta vie. Des semaines répétées et soutenues. Ta louve avait quelque chose sur quoi s'accorder. Laia a commencé. Les visites l'ont nourri. Le lien entre nous. Il s'arrêta, mais pas avant que Sage n'attrape le mot qu'il avait failli dire. Lien.
Au moment où Ivar a déclenché la réaction de peur, ta louve était déjà proche de la surface. Elle avait juste besoin d'une dernière poussée. Tout s'emboîta. L'acuité des sens, l'agitation, les rêves de course, la façon dont elle avait su des choses sur les gens par l'odeur qu'elle n'aurait pas dû pouvoir savoir. Ça n'avait pas commencé au bar. Ça avait commencé le jour où une petite fille aux yeux bleus argentés avait glissé sa main dans celle de Sage et s'y était accrochée comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Donc Laïa ne m'a pas seulement trouvé dans ces bois, dit doucement Sage. Elle m'a réveillé. Elle vous a réveillés tous les deux, dit Ren. Et le regard dans ses yeux était si brut et reconnaissant et spécifique que Sage dut détourner les yeux avant que ça ne la brise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-elle. Alors, toutes ces visites, tous ces après-midi. Il s'assit alors en face d'elle, pas à côté d'elle, lui donnant un espace qu'elle n'avait pas demandé, mais dont elle avait peut-être besoin. Mon monde a tué Marin, dit-il. Le nom sortit rauque, comme une pierre tirée des profondeurs. La mère de Laïa, ma première compagne. Elle a été ciblée à cause de moi parce qu'aimer un roi fait de vous une cible. Il regarda ses mains. Je t'ai vu peindre avec ma fille, sentant tout ce qu'il y a de sûr au monde. Et j'ai pensé, si je la garde juste séparée, si je la garde juste humaine, si je ne lui dis juste pas. Tu pensais pouvoir me protéger en mentant. Je pensais pouvoir te protéger en te gardant dans la lumière. Ren, elle se pencha en avant. J'ai grandi en famille d'accueil. Je suis seule depuis que j'ai 17 ans. J'ai fait des doubles services sans dormir et j'ai géré un bar plein d'idiots ivres toute seule pendant 5 ans. Je n'ai pas besoin d'être gardée dans quoi que ce soit. J'ai besoin qu'on me dise les choses pour que je puisse faire mes propres choix à leur sujet. Il la regarda et elle le vit. Le vit vraiment. Pas le roi, pas l'alpha, pas l'homme grognon dans le costume cher. Un père qui avait perdu la mère de son enfant et qui était si terrifié que ça se reproduise qu'il avait construit une forteresse de silence autour de la seule personne qui lui avait fait ressentir quelque chose depuis. La tasse de Marin, dit doucement Sage, la bleue avec le renard. Tu ne peux toujours pas la déplacer. Non, tu n'as pas à le faire, je sais. Sa voix se brisa, juste légèrement, juste assez. Mais je ne peux pas continuer à rester dans la cuisine en attendant de l'entendre fredonner. La louve de Sage était très silencieuse, ne commentant pas juste présente, assise dans sa poitrine comme une main chaude par une nuit froide. Laïa fredonne, dit Sage. Quand elle peint, savais-tu qu'elle fredonne les mêmes quelques mesures? Le souffle de Ren se coupa. Ses mains jointes sur ses genoux devinrent blanches. Elle a les mains de Marin, dit-il si doucement que c'était à peine audible. Je l'ai remarqué 3 mois après les funérailles, en la regardant empiler des blocs, petits et carrés et décisifs, et Il s'arrêta. Je ne pouvais pas me lever. Marcus m'a trouvé sur le sol de la nurserie à 2 heures du matin. C'était ça. La chose sous la morosité, sous le silence, sous chaque ananas inutile et chaque heure passée assise dans son bar à faire semblant de boire de l'eau. Un homme qui avait été brisé par le deuil et qui était lentement, terriblement reconstruit par une barman et une enfant et une boîte de nuggets en forme de dinosaure. Sage se leva, traversa l'espace entre eux et s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent. Elle n'attrapa pas sa main. Elle ne dit rien de sectiage ou de réconfortant. Elle resta juste assise là, son épaule contre la sienne, et laissa le silence contenir tout ce que les mots ne pouvaient pas. Sa louve approuva. Ceci, dit-elle avec une satisfaction presque suffisante. Ceci est correct. Après un long moment, Ren parla. Tu devrais avoir peur de moi. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de la partie où je me transforme apparemment en loup. Ce que, pour mémoire, personne n'a expliqué de manière adéquate et j'ai des questions. Tu en as plusieurs, à commencer par est-ce que ça fait mal? Est-ce que je peux choisir quand mes vêtements survivront-ils? Mon appartement est-il à la taille d'un loup? Qu'advient-il de mes services au bar? Les loups peuvent-ils manger des nuggets en forme de dinosaures? Et le plus important, elle le regarda avec une expression qui était à la fois peur et bravoure têtue et déraisonnable. Seras-tu là quand ça arrivera? Il la fixa. Cette femme, cette barman, cet oméga, cette personne ridicule, courageuse,
Impossible qu'il venait d'apprendre qu'elle était d'une espèce différente et dont la première réaction était un questionnaire logistique. Elle est parfaite, dit son loup. Et pour une fois, Ren ne discuta pas. Oui, dit-il, je serai là, et Laïa aussi, et la louve, ma louve, elle ne va pas, je ne sais pas, manger le ficus. Ta louve sera toi, Sage. Juste plus de toi. Elle le regarda pendant un long moment. Montre-moi. Quoi? Montre-moi. Tu n'arrêtes pas de parler de loup et de transformation et de tout ce monde caché. Je suis assise ici avec une toute nouvelle voix dans ma tête qui a des opinions sur tes meubles et tu me dis que tu te transformes en loup. Alors, montre-moi, parce qu'en ce moment, ça pourrait encore être une crise psychotique et j'ai besoin de savoir laquelle c'est. Ren l'étudia. Puis il se leva, se déplaça au centre du salon ouvert du penthouse et commença à déboutonner sa chemise. Qu'est-ce que tu... Oh, elle réalisa ce qui allait se passer. Oh, d'accord. Le truc des vêtements, confirma-t-il. Il plia la chemise sur le dossier d'une chaise avec la précision soignée d'un homme qui avait détruit beaucoup de chemises avant d'apprendre cette leçon. Le jean suivit. Sage regarda le plafond, puis le sol, puis de nouveau le plafond. Tu peux regarder, dit-il, et il y avait la plus légère pointe d'amusement dans sa voix. Ce sera rapide. Elle regarda. La transformation ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il n'y eut pas de craquement d'os, pas de contorsion de film d'horreur. C'était plus comme regarder l'eau changer d'état. Un instant, il était un homme aux larges épaules et pieds nus sur le parquet, et l'instant d'après, quelque chose ondula à travers lui. Un tremblement qui partit de son centre et rayonna vers l'extérieur. Et puis, il n'était plus un homme. Le loup qui se tenait à la place de Ren était énorme. Pas énorme comme un chien, énorme, énorme. Ses épaules arrivaient à la poitrine de Sage. Sa fourrure était sombre, presque noire, avec un sous-poil charbon profond qui captait la lumière de la ville depuis les fenêtres. Ses yeux étaient du même bleu argenté, et ils étaient fixés sur elle avec une intelligence qui était indubitablement terrifiante. Ren. Le même regard stable et intense, le même poids. Il était magnifique et il était réel. Et ce n'était pas une crise psychotique. La louve de Sage devint complètement folle. Pas de peur, de reconnaissance. Un son jaillit de quelque part derrière le sternum de Sage. Pas un grognement, pas un gémissement. Quelque chose entre les deux. Une vibration de tout le corps de « oui, celui-là, c'est celui-là, nous le connaissons, il est à nous ». Si fort et si soudain que Sage plaqua une main sur sa propre poitrine comme si elle pouvait physiquement l'étouffer. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Tais-toi! Tais-toi !» Sa louve ne se tut pas. Sa louve se pressait contre l'intérieur de ses côtes, tendant vers le loup massif et sombre, comme un aimant, émettant sur toutes les fréquences qu'elle avait. Le loup de Ren fit un pas vers elle. Son mouvement était liquide, silencieux, rien à voir avec la manière raide et contrôlée dont il se déplaçait en tant qu'homme. Il baissa sa tête énorme et pressa son nez contre sa paume ouverte. Sa fourrure était plus rêche qu'elle ne s'y attendait, chaude. Il sentait la même chose, pain, hiver, bois, mais concentré, non dilué, si purement lui que ses genoux fléchirent légèrement. Sa louve fit de nouveau le bruit, plus doucement cette fois. Révérencieux, salut, dit Sage au loup, sa voix tremblait. Tu es très grand. Le loup souffla. Cela ressemblait incroyablement à Ren s'amusant. Puis l'ondulation de nouveau, et il était un homme accroupi devant elle, une main toujours pressée contre la sienne, nue et sans gêne, et la regardant avec une expression qui ne contenait aucun mur. C'est ce que c'est, dit-il doucement. C'est ce que je suis. Tu es un loup géant qui sent le sapin de Noël, dit Sage, et sa voix se brisa sur le dernier mot parce qu'elle pleurait et riait en même temps. Et sa louve ronronnait comme un moteur dans sa poitrine, et rien de tout cela n'était normal, mais tout était vrai. Il s'habilla, elle digéra. Sa louve fournit une analyse d'après-match continue. Grand, très grand, bonnes dents, excellente hanche. Nous approuvons. D'accord, dit-elle finalement. D'accord, mais j'ai des conditions. Des conditions, répéta-t-il comme si le mot était dans une langue qu'il n'avait pas étudiée. 1. Tu me dis tout. Plus de mensonges, plus de surveillance sans expliquer pourquoi. Si ton monde est dangereux, j'ai besoin de savoir comment pour pouvoir faire mes propres choix sur la façon d'y être. Marché conclu. 2. Laïa vient toujours à mon appartement.
Je me fiche que tu aies un penthouse de la taille d'un terrain de football. Elle aime le sol de ma cuisine et ma peinture au doigt, et elle va continuer à peindre des loups qui mangent des choses parce que c'est bon pour elle. Elle se révolterait si j'essayais de l'arrêter. 3. Elle fit une pause, prit une inspiration. Tu arrêtes d'essayer de me protéger en me gardant dans l'ignorance. Je ne suis pas Marine. Je ne serai pas en sécurité en ne sachant pas. Je serai en sécurité en sachant tout et en étant intelligente à ce sujet. Et si je suis vraiment une oméga et que ça signifie quelque chose dans ton monde, je veux savoir ce que ça signifie. La vraie version, pas la version édulcorée que tu raconterais à un humain. Ren la regarda pendant un long moment. Dans le penthouse, la ville scintillait. Dans sa poitrine, sa louve attendait. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et quelque chose de froid et de satisfait s'installa dans son expression. Un regard que Sage n'avait jamais vu auparavant. Le roi. Pas l'homme, pas le père. Le roi. Il répondit, Marcus. Sage ne pouvait pas entendre l'autre bout, mais elle pouvait sentir le changement en Ren, la tension dans ses épaules se relâchant d'un seul degré précis. Il écouta un long moment, ses yeux argentés se déplaçant vers la fenêtre. Où? Une pause. Retenez-le. Je m'en occuperai demain matin. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis, de manière inattendue, le coin de sa bouche tressaillit. Elle a fait quoi? Il raccrocha, regarda Sage. Ivar a été intercepté, dit-il. Ses loups l'ont attrapé en quittant la ville. Mais j'en attendais. Le soulagement frappa Sage comme une vague, suivi immédiatement par une pointe de quelque chose de plus féroce. L'homme qui a enlevé Laia. L'homme qui a enlevé Laia, qui est venu à ton bar ce soir pour menacer la femme que je... Il s'arrêta. Recommença. Il est détenu. L'enlèvement d'un héritier royal est un acte de guerre selon la loi des meutes. Sa propre meute a le choix. Livrer leur alpha ou faire face à tout le poids du royaume du Nord. Ça a l'air définitif. Ça l'est. Sage expira. Bien. Ren l'étudia et quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus chaleureux qu'elle n'avait vu de toute la nuit. Marcus rapporte aussi que l'histoire de ce qui s'est passé à ton bar circule déjà dans les meutes. Une oméga, une toute nouvelle oméga non éveillée, a fait sortir un alpha d'un bar en grognant devant des témoins. Apparemment, la phrase « paye ton ardoise et descends de mon tabouret » est citée. Je l'ai aussi menacé avec les videurs. Oui, ce détail circule aussi. Marcus dit que les propres loups d'Ivar ne le prennent pas bien. Se faire jeter d'un bar miteux par une barman qui ne savait même pas qu'elle était une louve n'est pas le genre de réputation dont un alpha rival se remet. Sage cligna des yeux. Je l'ai humilié. Tu l'as détruit politiquement, stratégiquement et, selon Marcus, qui apprécie beaucoup trop cela personnellement. Son défi à mon autorité était basé sur l'argument que j'étais devenu faible. Ce soir, la femme qui l'a ciblé pour prouver cette faiblesse l'a jeté hors de son bar comme un ivrogne qui avait trop prolongé sa visite. Il fit une pause. Tu as fait plus de dégâts à sa position en 30 secondes que mon conseil n'aurait pu en faire en 6 mois d'audience. Sa louve se rengorgea. Évidemment, dit-elle, nous sommes excellents dans notre travail. Aussi, les cacahuètes de notre bar sont toujours rances et quelqu'un devrait s'en occuper. Donc, c'est fini pour lui, demanda Sage. C'est fini pour lui. Sa meute le livrera d'ici le matin où ils feront face à des conséquences qu'ils ne peuvent pas survivre. Quoi qu'il en soit, il ne s'approchera plus jamais de toi ou de Laia. La certitude dans sa voix n'était pas de la bravade. C'était une promesse délivrée avec le poids d'un homme qui avait le pouvoir de la tenir et la volonté de la rendre absolue. Sage sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud de peur qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait depuis que l'homme aux yeux pâles s'était assis à son bord et avait dit son nom comme s'il lui appartenait. « Bien, dit-elle de nouveau. Alors maintenant, où en étions-nous? Je crois que j'étais en train de poser mes conditions. Tu es extraordinaire, dit-il. Et ce n'était pas une phrase toute faite, pas du charme, pas la déclaration lisse d'un roi. C'était la vérité brute et non polie d'un homme qui venait de voir quelqu'un refuser d'avoir peur et ne savait pas quoi faire de ce sentiment. Je suis une barman qui peut apparemment sentir tes émotions et dont la nouvelle louve n'arrête pas de se plaindre des coussins de ton canapé. Je ne suis pas extraordinaire. Je suis juste têtu. C'est ce que j'ai dit. Et cette fois, quand sa main trouva la sienne, hésitante, prudente,
demandant la permission à chaque centimètre, elle ne se retira pas. Elle enroula ses doigts autour des siens, et sa louve émit un son à mi-chemin entre un ronronnement et un soupir, et la pluie recommença à tomber dehors, tapotant contre les fenêtres du penthouse. Ils restèrent assis comme ça, épaule contre épaule, mains entrelacées, tandis que la ville tournait et que la pluie tombait. Sage commençait juste à ressentir quelque chose qui aurait pu être la paix quand l'ascenseur du penthouse sonna. Les portes s'ouvrirent et Marcus sortit, portant une Laia endormie sur sa hanche. La petite fille était en pyjama, ses cheveux sombres en désordre. Sir Reginald, l'ours en peluche, pendait d'une main par une oreille. Elle s'est réveillée, dit Marcus, sa voix soigneusement neutre. Elle insistait. Les yeux bleus argentés de Laia étaient à moitié fermés, somnolents, flous. Puis il trouva en Sage. Le changement fut instantané. Les yeux de Laia s'écarquillèrent. Tout son corps se raidit. Elle se tortilla violemment dans les bras de Marcus, émettant un son qui était à moitié un cri et à moitié un grognement, tendant les deux mains vers Sage, Sir Reginald abandonné en plein vol. Marcus la posa avant qu'elle ne puisse causer de blessure. Laia fit 3 pas en courant vers Sage, et au 4e pas, elle n'était plus Laia. La transformation fut si rapide que Sage la manqua presque. Un flou, un scintillement, et là où une enfant de 3 ans en pyjama se tenait, il y avait maintenant un minuscule louveteau, fourrure grise argentée, pattes énormes dans lesquelles elle n'avait pas encore grandi, oreilles trop grandes pour sa tête. Elle avait la taille d'un grand chat et elle se déplaçait à toute vitesse, ses 2 grandes pattes dérapant sur le parquet du penthouse comme une voiture sur la glace. Elle heurta les jambes de Sage, rebondit, se redressa en se débattant et se jeta sur les genoux de Sage avec la grâce d'une pomme de terre lancée. « Oh » souffla Sage. Le louveteau était chaud, si chaud. Elle ne pesait presque rien, et elle vibrait d'un remuement de tout le corps qui impliquait toute sa colonne vertébrale. Elle pressa son nez froid dans le cou de Sage et émit un petit gémissement aigu qui était si clairement « Je t'ai trouvé, tu es là », que les yeux de Sage se remplirent. « Salut, Nugget », chuchota-t-elle dans la fourrure douce. « Salut, je suis là. » La forme de louveteau de Laia se tortilla encore plus près, sa queue un flou argenté. Puis elle éternua directement dans l'oreille de Sage, se secoua et commença immédiatement à mâcher le col de la chemise de Sage. Sage rit, un rire humide, brut et réel. « Elle peut se retransformer toute seule », dit doucement Wren en les regardant. « Quand elle sera prête, ça pourrait prendre un moment. » Ça a pris 45 minutes. Laia passa 30 de ces minutes en tant que louveteau sur les genoux de Sage, faisant alternativement la sieste et rongeant des choses. Le coussin du canapé, la manche de Sage, l'oreille de Sir Reginald, et à un moment donné, avec une détermination concentrée, le lacet de Wren alors qu'il portait encore la chaussure. Les 15 minutes restantes, elle les passa de nouveau en tant que bambin humain, assise sur le sol du penthouse en pyjama, mangeant des crackers que Marcus avait sortis de quelque part, et donnant à tout le monde l'impression distincte qu'elle n'avait aucune intention de se rendormir. La louve de Sage regarda tout cela avec une faim qui n'était pas liée à la nourriture. Elle regardait un louveteau de la meute, leur louveteau, et quelque chose dans la poitrine de Sage qui avait été vide pendant 22 ans, depuis un accident de voiture et un système de placement et une louve qui n'avait jamais eu rien sur quoi s'accorder, commença très doucement à se remplir. La première transformation eut lieu 3 jours plus tard. Wren l'avait conduite dans une clairière dans les bois, au nord de la ville. « Territoire de la meute, dit-il, où il ne serait pas dérangé. » Laia était là, assise sur une souche dans sa robe d'été jaune, mangeant une barre de céréales avec la concentration d'un chirurgien. Marcus était posté à une distance respectueuse, assez proche pour aider si nécessaire, assez loin pour leur laisser de l'intimité. La clairière était magnifique, de vieux pins, une lumière douce filtrant à travers la canopée, le genre de silence qui donnait l'impression que les bois retenaient leur souffle. Sage se tenait au centre, pieds nus et vêtue d'un vieux T-shirt qu'elle ne craignait pas de perdre, et essayait très fort de ne pas paniquer. « Ça va être étrange, dit Wren. » Il se tenait prêt, les mains dans les poches, la voix stable. « Ton corps sait quoi faire. Tu n'as pas à y réfléchir. Laisse juste ta louve avancer. »
Ma louve est en avant depuis le bar. Elle n'a pas arrêté de parler depuis 3 jours. Elle avait des opinions sur mes céréales du petit déjeuner ce matin. Les céréales étaient rances, nota sa louve, comme les cacahuètes. Pourquoi rien dans notre vie n'a une durée de conservation acceptable? Respire juste, dit Wren, et quand tu seras prête, arrête de te retenir. Sage ferma les yeux. Elle pouvait le sentir. Sa louve juste là, juste à la surface, pressant contre l'intérieur de sa peau avec une pression patiente et insistante. Elle était devenue plus forte chaque jour. Pas inconfortable, plus comme une main posée sur une porte, attendant qu'elle l'ouvre. Elle inspira. Peine, terre, l'odeur de Wren, stable et chaude, la note vive de l'aïa portée par la brise, les bois eux-mêmes, anciens et patients, et plein de choses qui couraient à quatre pattes et ne s'étaient jamais demandé ce qu'elles étaient. Elle expira et lâcha prise. La transformation fut douleur et libération dans le même souffle. Une compression, un étirement, ses os se réarrangeant avec une intimité grinçante qui était profondément, viscéralement fausse, puis soudainement complètement juste. Ça dura quelques secondes. Ça sembla durer des heures, et puis ce fut fini, et le monde était différent. Tout était plus. Les couleurs avaient changé, les verts plus profonds, les bleus délavés. Mais les odeurs étaient une symphonie, une cathédrale. Chaque aiguille de pain avait une biographie. La terre sous ses pattes racontait une histoire de pluie il y a 3 jours, et de cerfs passant à l'aube, et de rennes se tenant à cet endroit exact 1 heure plus tôt. Elle était près du sol, elle était couverte de fourrure. Elle avait une queue, enfin, dit sa louve, et pour la première fois, elles étaient une bonne 2 choses. Elles étaient une seule chose. Avec 4 pattes et un nez qui pouvait lire l'histoire du monde, et l'envie irrésistible et à couper le souffle de courir. Elle fit un pas, puis un autre. Ses jambes fonctionnaient différemment, 4 d'entre elles se déplaçant selon un schéma que son cerveau humain ne comprenait pas, mais que son corps exécutait parfaitement. Elle était plus petite que la forme de loup de Wren, plus mince. Sa fourrure, elle le savait d'une manière ou d'une autre, était d'un brun chaud, la couleur de ses cheveux traduite. Elle leva les yeux vers Wren. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Pas l'intensité maussade, pas le contrôle prudent. Quelque chose de fissuré et d'émerveillé, comme un homme voyant le lever du soleil après un an sous terre. « Serais-je » dit-il doucement. Elle essaya de répondre quelque chose, et ce qui sortit fut un aboiement. Un aboiement court, sec et surpris, qui fit s'envoler un oiseau d'un arbre et fit tomber la barre de céréales de l'aïa. « Ce n'était pas notre intention », observa sa louve, mortifiée. Elle essaya de nouveau. Un autre aboiement, plus fort, plus indigné. Elle pouvait sentir ses oreilles s'aplatir contre son crâne de honte. De la souche, l'aïa gloussa. Un son plein, vif et pétillant qui résonna dans la clairière comme une cloche. La louve de Sage oublia l'aboiement. Elle oublia la honte et la peur et l'étrangeté d'avoir 4 pattes. Elle entendit ce gloussement. Le gloussement qui avait été silencieux pendant 6 mois, le gloussement qui avait commencé dans un appartement taché de peinture au-dessus de nuggets en forme de dinosaure, et tout son corps s'orienta vers le son comme une boussole trouvant le nord. Elle trottina jusqu'à l'aïa. Ses jambes commençaient à prendre le coup maintenant. Encore un peu désordonné, lui donnant toujours l'impression d'être un faon nouveau-né, mais fonctionnel. L'aïa tendit la main et enfouit ses 2 mains dans la fourrure de Sage. Ses petits doigts carrés, les doigts de marraine, s'agrippant fermement. Sage, dit l'aïa, clair comme de l'eau de roche, pas un murmure, une déclaration. Puis l'aïa se transforma aussi. Une seconde, une fille en robe d'été, la suivante, un minuscule louveteau gris argenté, la queue battant si fort que tout son corps vibrait. Elle jappa, un son aigu et perçant de pure joie, et partit en courant à travers la clairière avec l'énergie sans limite et sans direction d'un bambin à qui on a dit que le monde est son terrain de jeu. La louve de Sage n'y pensa pas, ne pesa pas les options, ne consulta pas de liste ni ne demanda d'indication. Elle courut. Elle courut à travers la clairière, à travers la lumière tachetée, poursuivant un minuscule louveteau argenté qui regardait constamment en arrière pour s'assurer qu'elle suivait. Le vent était dans sa fourrure, et la terre était sous ses pattes, et sa louve chantait, pas le babil confus et submergé du bord,
Pas le commentaire continu des 3 derniers jours, mais une seule note claire et soutenue de joie pure et simple. Derrière eux, debout au bord de la clairière, Ren regarda sa fille et sa compagne courir ensemble dans les bois pour la première fois, et quelque chose qui avait été gelé dans sa poitrine pendant 18 mois se fissura et commença très lentement à dégeler. De la souche, Marcus regarda le roi Alpha pleurer et fit semblant d'être très intéressé par une pomme de pin. Et 2 loups couraient, un petit et argenté, un brun et nouveau, et les bois les tenaient comme les bois ont toujours tenu les loups, doucement, patiemment, comme s'ils avaient attendu. À la maison, dit la louve de sage, courant à travers un monde fait de lumière et d'odeur et du rire d'une petite fille. À la maison.